La naissance du roi de Rome, 20 mars 1811, d'après les mémoires de Constant. Depuis l'instant où le bourdon de Notre-Dame et les cloches des différentes paroisses de Paris s'étaient fait entendre au milieu de la nuit, jusqu'à celui où le canon annonça l'heureuse délivrance de l'impératrice, une extrême agitation se manifesta dans Paris. Au point du jour, la foule s'était portée vers les Tuileries. Les cours, les quais en étaient encombrés. Chacun attendait avec anxiété le premier coup de canon. Mais ce spectacle curieux n'avait pas seulement lieu aux Tuileries et dans les quartiers avoisinants. À 9h30, on voyait le peuple, dans les rues les plus éloignées du château, sur tous les points de Paris, s'arrêter, compter avec émotion les coups de canon. Le 22e coup, qui proclamait la naissance d'un garçon, fut salué par des acclamations générales. Au silence de l'attente, qui avait suspendu comme par enchantement la marche de toutes les personnes répandues dans tous les quartiers, succéda un mouvement d'enthousiasme difficile à peindre. Dans ce 22e coup de canon était toute une dynastie, tout un avenir. Les chapeaux volaient en l'air, on courait au-devant les uns des autres. On s'embrassait sans se connaître en criant « Vive l'empereur !» De vieux soldats versaient des larmes de joie en pensant qu'ils avaient contribué de leur sueur et de leur fatigue à préparer l'héritage du roi de Rome et que leur laurier allait ombrager le berceau d'une dynastie. Napoléon, caché derrière un rideau, à une des croisées de l'impératrice, jouissait du spectacle de la joie populaire et en paraissait profondément attendri. De grosses larmes roulaient dans ses yeux. Il vint dans cet état embrasser son fils. Jamais la gloire ne lui avait fait verser une larme, mais le bonheur d'être père avait amolli cette âme que les plus éclatantes victoires et les témoignages les plus sincères de l'admiration publique semblaient à peine effleurer. Et en effet, si Napoléon fut en droit de croire à sa fortune, ce fut surtout le jour où une archiduchesse d'Autriche le rendit père d'un roi, lui qui avait commencé par être cadet d'une famille corse. Au bout de quelques heures, l'événement qu'attendaient avec une égale impatience la France et l'Europe était devenu la fête particulière de toutes les familles. À 10h30, Madame Blanchard partit en ballon de l'école militaire pour répandre là où elle devait passer la nouvelle de la naissance du roi de Rome. Le télégraphe annonçait de toutes parts cet heureux événement, et à 2h après-midi, on avait déjà reçu la réponse de Lyon, de Lille, de Bruxelles, d'Anvers, de Brest et de plusieurs autres grandes villes de l'Empire. Cette réponse était, comme on pense, parfaitement d'accord avec les sentiments de la capitale. Pour répondre à l'empressement de la foule qui se pressait continuellement aux portes du palais, afin d'avoir des nouvelles de l'impératrice et de son auguste enfant, il avait été décidé qu'un des chambellans de service se tiendrait du matin jusqu'au soir dans le premier salon du grand appartement, pour recevoir les personnes qui se présenteraient, et leur donner connaissance du bulletin que les médecins de Sa Majesté devaient remettre 2 fois par jour. Au bout de quelques heures, des courriers extraordinaires étaient déjà sur toutes les routes, portant aux cours étrangères la nouvelle de l'accouchement de l'impératrice. Des pages de l'empereur avaient été chargées de cette mission auprès du Sénat d'Italie et des corps municipaux de Milan et de Rome. Des ordres furent donnés dans les villes de guerre et dans les ports pour qu'on y tirât les mêmes salves qu'à Paris et pour que les flottes fussent pavoisées. Une belle soirée favorisa les réjouissances particulières de la capitale. Les maisons avaient été spontanément illuminées. Ceux qui cherchent à deviner par les apparences extérieures quelle est la pensée d'un peuple dans des événements de ce genre remarquèrent que les derniers étages des maisons situées dans les faubourgs étaient aussi éclairés que les hôtels les plus somptueux et les plus belles maisons de la capitale. Les édifices publics qui, dans d'autres circonstances, se font remarquer grâce à l'obscurité des maisons environnantes, l'étaient à peine dans cette profusion de lumière que la reconnaissance publique avait allumée à toutes les fenêtres. Les bateliers donnèrent sur l'eau une fête impromptue qui dura une partie de la nuit
et à laquelle une foule immense prit part du rivage, en témoignant la plus vive joie. Ce peuple, qui depuis 30 ans avait passé par tant d'émotions et qui avait fêté tant de victoires, montrait un enthousiasme aussi vif que s'il se fût agi d'une première fête ou d'un changement heureux dans sa destinée. Des vers furent chantés ou récités sur tous les théâtres, et il n'y eut forme poétique, depuis l'ode jusqu'à la fable, qui ne fût employée à célébrer l'événement du 20 mars 1811. Une somme de 100 000 francs, prélevée sur les fonds particuliers de l'empereur, fut répartie par M. de Quevaulvilliers, secrétaire de la comptabilité de la Chambre, entre les auteurs des poésies. Enfin, la mode qui exploite les moindres événements donna naissance aux étoffes appelées caca roi de Rome, comme on avait dit sous l'Ancien Régime caca dauphin.